Morfa, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui donc, au siège emblématique d'OP Mobility à Levallois. Vous êtes un CEO bien occupé, vous êtes arrivé au sein du groupe OP Mobility en novembre 2019, vous avez été nommé CEO au 1er janvier 2020. Depuis 4 ans, donc, vous dirigez ce groupe et vous l'emmenez dans toutes les thématiques en tant qu'équipementier automobile au sens large, on verra les diversifications, mais vous l'emmenez dans toutes ces batailles, qu'elles soient géographiques, qu'elles soient de transition durable, qu'elles soient de compétitivité par rapport à un marché sous pression. Merci de prendre ce moment avec nous. Un premier sujet peut-être dans le marché, on le disait en préparant cette émission, est chahuté. On a vu une correction forte des valeurs, notamment sur le S1, depuis, avec une accentuation depuis le mois d'avril. Pour autant, vous clôturez un S1 qui a été salué par le marché, une marge opérationnelle supérieure de 9%. Vous êtes à 5,41 milliards de CA consolidés avec plus 3,3% sur un an, résultat net stable sur un an, une dette maîtrisée. Bref, vous en sortez bien par rapport à vos confrères. Qu'est-ce qui est à la base d'abord du succès de ce S1 et peut-être plus largement dans le cadre de ce marché chahuté, quelle est votre vision du rôle que doit jouer un groupe familial et d'une certaine taille comme OP Mobility dans ce marché mondial? Bon, d'abord, le marché pas chahuté, le marché est en transformation. Et donc, qui dit transformation dit forcément une transformation n'est jamais linéaire. Hein. Donc, il y a des hauts, il y a des bas, et puis finalement, ça se ressent évidemment sur les valeurs boursières, c'est ce que vous évoquiez auparavant. Donc, le résultat du S1, c'est finalement le résultat de ce qu'on a entamé il y a de nombreuses années. D'abord, c'est le résultat de l'héritage du groupe, hein, vous l'avez dit, c'est un groupe familial. Coté également, donc on a 60% qui appartiennent encore à la famille et puis 40% de flottants. On est coté à la Bourse de Paris au SBF 120 et donc c'est une entreprise qui s'est toujours inscrite dans le temps long et je pense que ça fait partie de l'ADN du groupe et on y reviendra, c'est-à-dire le temps long et quand une société se transforme, la société se transforme, quand un marché se transforme, la mobilité se transforme, je pense qu'il est important d'appréhender ce temps long, d'être serein et déterminé pour transformer l'entreprise OP Mobility, c'est ce que nous avons, et puis d'avoir une exigence au quotidien sur la performance. Donc je pense que le bon résultat du S1, relatif par rapport aux autres, c'est cette capacité à naviguer, à avoir un cap clair, à avoir une vision long terme qui est incarnée par notre raison d'être, et puis avoir un niveau d'exigence très important au quotidien. Donc c'est la transformation qu'on a entamée il y a quelques années. Always on the move, et d'ailleurs vous êtes en période de roadshow, vous parlez donc de toute cette transformation, on doit effectivement évoquer ces sujets de diversification, donc vous renforcez votre présence aux États-Unis avec l'ouverture et l'inauguration d'une usine récente au Texas, dans le cadre de votre collaboration avec un beau constructeur de voitures électriques. Vous allez sur le train, vous avez procédé à 2 acquisitions sur les 24 derniers mois dans le lighting, qui vient vraiment soutenir une diversification forte du groupe sur des nouveaux segments. Justement, vous parlez de cette histoire de stratégie long terme. Ces diversifications, qu'elles soient géographiques ou sectorielles, elles nous emmènent où par rapport à un OP Mobility dans 10 ans ? D'abord, la constatation qu'on a faite il y a quelques années, c'était qu'on était dans un marché en très forte transformation, avec des nouveaux enjeux sociétaux, climatiques, et je pense qu'on y reviendra. Donc la nécessité pour le groupe et pour la mobilité de façon générale de s'adapter à cette transformation, à des nouvelles attentes des collaborateurs, à des nouvelles attentes des clients. Donc on a orienté nos stratégies basées sur notre raison d'être, Driving a New Generation of Mobility. Donc c'est ce qu'on fait et comment on le fait. Je pense qu'on reparlera aussi de la façon dont on fait ça, dont on engage les collaborateurs, parce que c'est ça le succès à la fin des fins. Mais en termes purement stratégiques, il nous a semblé opportun de développer 3 axes de développement stratégique, à savoir d'abord la partie technologique. Mobilité se transforme, il y a de plus en plus de décarbonation, donc on a investi notamment dans l'hydrogène, on a investi dans l'éclairage pour avoir des designs qui soient plus aérodynamiques, pour permettre aux constructeurs de réduire leur consommation d'énergie quand des véhicules électriques, par exemple, sont conçus. Diversification géographique, en disant on est un groupe qui dépend encore 50% de l'Europe, mais on veut se diversifier aux États-Unis, en Chine, on est déjà très présent dans tous ces pays-là, mais donc se diversifier, c'est ce qu'on fait également en Chine. Et puis diversification marché, en se disant, dans la mobilité individuelle, automobile, on a vu l'émergence ces dernières années de nouveaux acteurs, acteurs très puissants, des Chinois comme BYD ou Tesla par exemple. Donc il est nécessaire pour nous d'aller travailler avec eux, leur apporter notre savoir-faire, mais apprendre également de leurs nouvelles exigences. Donc travailler avec les nouveaux arrivants, mais aussi de se dire que la mobilité, elle ne doit pas s'arrêter à la mobilité individuelle. On pense que la mobilité individuelle, elle est contrainte par la régulation, par les grandes villes, etc. Mais que par contre, il y a un besoin, une nécessité
de tout un chacun, partout dans le monde, de continuer à pouvoir être mobile, à pouvoir être libre. Donc il est important pour nous de développer d'autres types de mobilité. Donc la mobilité lourde, les trains, les camions, les véhicules commerciaux. Et c'est ce qu'on fait notamment par le biais de l'hydrogène, puisque dans l'hydrogène, on travaille avec des fabricants de trains, on travaille avec des fabricants de bus, de cars, etc. Donc c'est aussi une diversification. Et puis le cœur de tout ça, c'est de se dire qu'on veut faire ça également d'une façon probablement un peu différente des autres. Donc ça, c'est probablement les racines familiales du groupe. D'abord, c'est la responsabilité sociétale de l'entreprise, mais également notre engagement pour une mobilité plus propre, plus décarbonée, à commencer par nous-mêmes. Donc on s'est donné comme objectif à partir de 2025, l'année prochaine, donc c'est très bientôt. Donc quand on s'est donné l'objectif il y a quelques années, on se disait facile, maintenant on se dit tiens, c'est bientôt. En 2025, de se dire 152 usines de OP Mobility doivent être neutres en carbone dans leurs émissions. Donc il y a beaucoup de travail qui est fait là-dessus. Donc ça, c'est... À partir du moment où on dit qu'on va le faire, on le fera. Hein. Donc on arrive à la fin de l'échéance et on va y arriver. Je suis très confiant dans les équipes. Et puis surtout sur la façon de le faire, à savoir d'essayer d'engager les collaborateurs, de leur montrer que ce qu'on fait a un sens économique, mais également un sens sociétal. Je crois d'ailleurs que vous avez une initiative qui est l'AFA, qui est justement sur cette thématique. Donc on met à l'arrêt des usines pour venir leur parler. Vous vous déplacez vraiment, vous les engagez sur cette thématique. Oui, donc l'AFA, chez nous, c'est l'Act for All Day. Hein. Donc c'est quelque chose qui a été développé par le groupe il y a quelques années en se disant il y a la stratégie, il y a la façon de faire. Et la façon de faire, c'est justement comment on impacte nos collaborateurs, mais la communauté de façon plus large. Donc Act for All Day, c'est notre programme de RSE finalement chez OP Mobility. Ça commence par la sécurité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très fort chez nous. On est benchmark en termes de KPI de sécurité. Donc on commence d'ailleurs toutes nos réunions par la sécurité. Mais maintenant, ça se développe aussi sur des sujets qui sont la neutralité carbone, qui sont évidemment tout ce qui est lié à la diversité. On attache énormément d'importance à l'emploi des jeunes. On n'a jamais eu autant d'apprentis ou de... Oui, vous en avez de... 1300. Voilà, 1233 selon les derniers chiffres, mais effectivement, ça fait 1300 bientôt. Un sacré nombre. C'est jamais assez parce que c'est notre responsabilité et puis en plus c'est chouette pour l'ensemble des collaborateurs d'OP de travailler avec des plus jeunes. Voilà, donc c'est tous les sujets qui sont liés à la RSE. Qui sont extrêmement importants pour nous, qui sont moteurs quelque part aussi dans notre raison d'être pour transformer la mobilité. Et une fois par an, comme vous l'évoquiez, on arrête toutes les usines, on se déplace dans différentes usines et pendant 2-3 heures avec les collaborateurs, on parle de ça, on fait quelques jeux qui sont liés à ça et ça permet de réengager les collaborateurs derrière cette cause qui nous différencie. Au-delà du challenge industriel par lequel on a commencé, on vient de parler en fait pendant quelques instants de transition durable et de people. Et c'est un petit peu la raison pour laquelle on s'est déplacé aujourd'hui dans vos locaux. Vous avez fait le choix, qui a été opéré en 2022, de rapprocher 2 fonctions au sein du COMEX, HR, donc People, et Sustainability, sous la houlette de David Ménécès, qui en est le VP. Pourquoi avoir fait ce choix de rapprochement, alors qu'on voit ces équipes Sustainability dans beaucoup de grands groupes prendre de plus en plus d'importance, mais en stand-alone, qui se professionnalisent, les KPIs, le regulatory est de plus en plus complexe, déjà rien que pour eux. Vous faites le choix de le mettre ensemble. Pourquoi ? D'abord, c'est pas simplement une organisation qu'on change, des cases qu'on bouge. Hein. C'est vraiment une certitude, ou en tout cas une croyance forte de se dire que finalement les 2 sujets sont extrêmement liés. La sustainability, on ne peut pas la résumer à des KPI. Il y a des KPI, évidemment, on les remplit, il faut avoir des KPI de diversité, de neutralité carbone, etc. etc. Mais c'est évidemment beaucoup plus que ça. La sustainability, c'est la responsabilité de l'entreprise, et puis c'est notre rôle dans la société. Et on sait que les sociétés, les entreprises ont un rôle de plus en plus important, de plus en plus sociétalement important. Je ne sais pas si on dit sociétalement important, mais c'est pas grave. La société s'appuie de plus en plus sur les entreprises. Évidemment, on l'a vu pendant la crise Covid, par exemple, où finalement on a délégué beaucoup aux entreprises, ce qui est tout à fait normal, hein, la santé des collaborateurs, comment est-ce qu'on gère ça. Et donc la société, les entreprises ont une responsabilité sociétale de plus importante. Et puis c'est aussi une attente des collaborateurs de se dire, je ne veux pas simplement travailler chez OP Mobility parce qu'on fait de l'éclairage ou parce qu'on fait des pare-chocs ou je ne sais quoi et on innove, mais je veux travailler chez OP Mobility parce qu'OP Mobility a une façon de faire, une passion, un engagement,
des racines, une vision long terme, mais également cette envie d'avoir un impact positif sur la société qui est différente des autres. Donc à partir du moment où on considère que c'est au cœur de l'engagement des collaborateurs, il m'a semblé tout à fait logique de se dire que finalement l'organisation qui gère le bien-être des collaborateurs, leur développement de carrière, c'est les ressources humaines. Donc essayons de rapprocher ces organisations et pas d'en avoir deux qui sont en parallèle, mais d'avoir vraiment la partie RSE qui soit au cœur de notre stratégie de développement des collaborateurs et d'attractivité de l'entreprise. Avec un peu de recul, du coup, puisque ça fait 2 ans maintenant, si on devait retenir un moment dans lequel vous vous êtes dit c'était une bonne décision de le faire. D'abord quand je l'ai prise, parce que ça m'arrange toujours de le penser. Bah oui, au début, c'est bien. Non, mais je trouve que c'est top, d'abord parce que c'est différent de ce que font les autres. On aime l'idée de se différencier. On ne veut pas être comme tout le monde. On aime à dire qu'on ne veut pas que tout le monde ait envie de venir chez nous. On a envie que certaines personnes qui justement partagent ces mêmes valeurs aient très envie de venir chez nous et de rester chez nous. Puis tous les jours, moi tous les jours je suis très heureux d'avoir cette possibilité-là. C'est lié aussi à la personnalité de David Mézès, mais je ne vais pas trop le flatter quand même, parce que sinon il va croire ce que je dis. Non, mais sérieusement, ça nous permet d'avoir beaucoup plus de puissance dans le développement de la RSE. Et que ça ne reste pas que des KPI, parfois indigestes. Parce que malheureusement, le régulateur a tendance de faire de ces sociétés qui sont de ces sujets sociétaux qui sont des sujets extrêmement importants pour les collaborateurs et pour la communauté de façon plus générale, a tendance à en faire des règles, des KPI, et ça devient un peu indigeste, et donc ça peut être rejeté. Mais on essaie d'en faire quelque chose qui soit positif et qui soit un facteur d'engagement, de fierté, et c'est ce qu'on essaie de faire donc par le biais de cette nouvelle organisation. C'est très clair et je pense que l'équipe aujourd'hui, dans cette émission, l'a bien démontré. 2 questions sur vous, si vous le voulez bien, un petit peu plus personnelles. En période de décision importante, de choix stratégiques, de diversification, enfin dans l'inédit, dans l'exceptionnel, est-ce que vous avez une boussole en tant que dirigeant, que vous vous êtes forgé au fur et à mesure de ces années, un gris-gris, une façon de penser, une philosophie? Est-ce que vous avez une boussole dans ces moments inédits un peu? Alors, j'ai pas de gris-gris, non, mais la boussole du groupe, c'est la raison d'être. C'est vachement important. On n'a pas fait ça pour avoir une phrase comme beaucoup ont en se disant, bah voilà, on a. Non, c'est pas un tic de box, c'est de se dire, bah, finalement, c'est notre North Star, hein, comme on dit, et tout ce qu'on fait doit aller dans doit converger en tout cas vers cette raison d'être. Et après, les prises de décision, elles se font très souvent de façon collégiale, parce que le monde est très complexe, et parce que je pense qu'un dirigeant aujourd'hui, de Levallois, vous parliez de Levallois, on ne peut pas diriger une entreprise qui a 40 000 collaborateurs, qui est présente dans 152 sites, simplement avec sa croyance forte. Il faut s'appuyer sur le savoir des autres, et c'est ce qu'on essaie de faire chez OP Mobility. Eh bien, merci pour cette réponse. On a une dernière question, qui est toujours sur vous. Donc ça fait maintenant 4 ans un peu plus de 4 ans que vous bientôt dirigez. 5. Bientôt 5, voilà. Bientôt 5, 4 ans et demi passés, que vous dirigez cette entreprise. Donc on a parlé de plus de 40 000 collaborateurs, des pays, des géographies, des sujets long terme, des sujets court terme. Bon, c'est la vie d'un dirigeant. En tant que dirigeant, où est-ce que vous puisez votre courage au quotidien pour continuer d'avancer et mener tout le monde Moi, je pense que j'ai pas besoin d'être très courageux. On a un beau projet, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont plus courageux que moi dans l'entreprise. Très honnêtement, je me considère comme étant privilégié d'avoir justement le privilège et l'honneur de pouvoir reprendre le flambeau de cette belle histoire industrielle française, parce qu'il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça finalement. Et donc d'être une entreprise très française d'un côté, familiale, lyonnaise à l'origine de la famille Burrell, mais devenue très très internationale, puisque la France représente plus que 5% de notre chiffre d'affaires. Donc on a su aller chercher des zones de croissance où il y a des zones de croissance. Donc c'est une fierté d'avoir la possibilité de pouvoir continuer cette belle histoire. Et puis l'énergie, on la puise en voyageant dans les usines, en rencontrant des collaborateurs qui montrent énormément d'envie de continuer, énormément de fierté de travailler pour ce beau groupe. Merci infiniment. Un dernier mot, qu'est-ce que vous souhaitez pour le groupe pour son 80e anniversaire qui arrive dans 2 ans maintenant? Qui arrive dans 2 ans, qu'on continue, évidemment qu'on écoute ce qui se passe à l'extérieur, mais qu'on ait une conviction forte. Je pense que la puissance des groupes familiaux actuellement, c'est de se dire on a le temps long. Ce socle. Oui, on sait qu'il y a beaucoup de buzz dans la société en permanence, pas simplement sur l'aspect économique, politique, etc. Nous, on sait où on veut aller, on y va, on trace notre route, et donc il faut qu'on continue avec nos convictions qui feront la différence sur le long terme. Rendez-vous en 2026, on fêtera les 80 ans ensemble avec plaisir, nous reviendrons. Merci infiniment Laurent Favre de nous avoir accordé ce moment. Merci beaucoup. Merci.